Mon chemin, c'est des rencontres vraies avec les artisans de Portneuf. Des gens qui enrichissent notre quotidien grâce à leur service unique. Parce que la réussite, oui, c'est la gloire, mais c'est surtout le chemin qu'on prend pour y arriver. Moi, il y a toujours quelqu'un avec moi sur la scène. Pour moi, c'est presque inconscient de faire de l'hypnose. De donner l'art accessible à tous. Et j'en parle, puis j'ai des frissons. Aujourd'hui, je plonge dans l'univers captivant de l'hypnose thérapeutique avec l'hypnologue Jean-François Allard. Je vous invite à emprunter mon chemin, car ça commence maintenant. Première question, j'aimerais que tu te présentes au public, tu dises ton nom, ton métier, et puis depuis combien de temps que tu pratiques? Je m'appelle Jean-François Allard. Je travaille comme thérapeute en hypnose, formateur en hypnose aussi depuis 2012 à temps plein, on va dire. Est-ce que tu peux m'expliquer en tes mots, c'est quoi l'hypnose? C'est une bonne question, c'est quoi l'hypnose? Beaucoup de gens me demandent ça, parce qu'il y a beaucoup de perceptions par rapport à l'hypnose. Hein? Le spectacle, la thérapie. Pour moi, après 15 ans de pratique, c'est d'apprendre à travailler avec soi-même, avec son propre cerveau, qu'on appelle son subconscient, pour s'aider à faire des changements dans notre vie. C'est le but de l'hypnose thérapeutique. Peu importe le changement, mieux gérer ses émotions, arrêter un comportement, changer, travailler au niveau des douleurs. Fait que l'hypnose, c'est un outil pour moi qui nous aide à faire un changement, mais en travaillant avec soi-même, dans un état, on pourrait dire, de conscience différent. Moi, je suis arrivé à l'hypnose peut-être comme un chemin que beaucoup ont à travers des difficultés de vie, en réalité, que je vivais dans ma vie personnelle. Et à ce moment-là, à cette époque-là, je suis allé faire un séminaire avec le fameux Anthony Robbins aux États-Unis. Et ça a un peu piqué ma curiosité, puisqu'on travaillait gestion des émotions, se débarrasser de ses peurs, aller de l'avant. C'était beaucoup en utilisant la PNL, la programmation neurolinguistique. Mais à l'intérieur de ça, il y a un module sur l'hypnose conversationnelle. Et quand je suis revenu des séminaires aux États-Unis, j'ai cherché tout de suite une école en hypnose. Et je suis allé faire un week-end d'initiation, expérimentation. Et ça a assez piqué ma curiosité que là, je me suis inscrit à une formation complète pour devenir thérapeute, tout en travaillant comme ingénieur. Ça se donnait les fins de semaine pendant 2 ans. Et là, j'ai expérimenté. Puis quand je suis arrivé à la fin, là, j'ai dit, aussi bien terminé, il fallait que je fasse des stages avec des clients, notre supervision de stage qu'on appelle. Et là, il y a des résultats qui m'ont complètement surpris. Là, j'avais une femme qui n'avait pas conduit depuis 25 ans, j'entre sur les autoroutes. Puis là, après peut-être 4-5 séances dans ce temps-là, j'avais donné une mission d'aller me chercher un catalogue. Dans le temps, il y avait des catalogues. Là. Et là, elle était revenue avec ça, tout excité. Et là, ça m'a surpris. Moi-même, qui est quand même ingénieur de formation, donc j'aime comprendre, analyser. Et là, ça m'a comme aspiré dans cet univers-là de fouiller, lire, continuer mes formations. Jusqu'au jour, là, en 2010, j'ai dit... Je veux m'en aller dans ce domaine-là, puis de la formation aussi en entreprise, les conférences et l'hypnose. Fait que là, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai quitté ma job d'ingénieur en 2010, juillet 2010. Et puis, après être parti 1 an en voyage, là, j'ai décollé ma pratique vraiment. On parle que c'est un peu, on est dans le monde du non palpable, mais l'hypnose, pour moi, ça a changé ma vie carrément encore aujourd'hui. De quelle façon? C'est que, c'est une histoire personnelle que je te raconte là un peu, mais quand j'ai connu ma conjointe, ça fait peut-être 16 ans que j'étais avec elle, donc quand je l'ai connue, elle était début trentaine, elle, et elle n'était plus menstruée depuis 10 ans. Donc, elle voyait des médecins, des spécialistes, les personnes comprenaient, ils ne voyaient rien. Puis après 10 ans, le problématique, c'est que comme tu ovules plus, tu ne produis plus d'oestrogène comme femme, et là, c'est un danger de faire de l'ostéoporose, comme les femmes ménopausées vont faire. Mais quand tu fais ça à 30 ans, c'est un problème réel, parce que là, tu es trop jeune. Donc, elle commençait à avoir une fragilisation des os. Et là, la spécialiste en hormones lui dit « Il faut que tu prennes des hormones à vie ». Et là, ma conjointe ne voulait pas trop. Elle n'en a pas pris pendant 1 an. Et c'est l'année où on s'est connus. Donc, c'était une nouvelle relation aussi. Donc, elle me parle de ça. Puis moi, je lui dis « Hey, j'ai vu dans une étude de cas, je venais de finir mon cours en hypnose, j'ai vu une étude de cas, une dame que ses menstruations avaient repris, il me semble. Ça me rappelle quelque chose. Peut-être tu pourrais essayer l'hypnose, on ne sait jamais. » Tu sais, mais vraiment, moi-même un peu sceptique, sincèrement. Elle dit « OK, vas-y, fais-moi là. » Je dis hey, « wow, attends une minute, là, on sort ensemble. » Donc, je l'ai référée vers une autre thérapeute, mais elle ne l'a pas aimé. Donc, après une rencontre, elle est revenue vers moi, elle me dit « Ah, j'aimerais ça que tu le fasses. J'ai pas aimé la personne. Ça n'a pas cliqué, comme on dit, connecté. » Et là, on a commencé une séance d'hypnose et moi, j'enregistre les séances. Et ma conjointe est très disciplinée. Elle l'écoutait tous les jours. Il s'est passé 1 mois, une autre séance. 2 mois, une autre séance. Il ne s'est passé rien. En apparence, absolument rien. 3 mois, rien. Si on se serait attendu au miracle instantané. 5 mois, 4 mois et demi, paf, ses menstruations ont recommencé. Instable au début, après ça, ça s'est stabilisé.
Puis aujourd'hui, ben, l'hypnose, pour moi, comme je te disais tantôt, c'est quelque chose qui est concret parce qu'aujourd'hui, ça me réveille tous les matins. C'est-à-dire qu'on a eu une petite fille suite à ça. Donc, c'est connu, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'elle s'était fait à l'idée en 10 ans. Puis après ça, on a tout inversé ça. Puis on a une magnifique petite fille, Marianne, aujourd'hui. J'en ai une plus grande aussi, ça rêve. Et c'est pour moi un cadeau réel de la vie. C'est pas une passion de jeunesse, c'est un outil pour moi à la base qui m'a aidé à changer. Changer une période difficile dans ma vie où je vivais beaucoup de stress, d'anxiété, de peur liée à ma situation que je vivais, puis que je contrôlais pas. Donc, ce qui active beaucoup la peur et l'anxiété quand on contrôle pas ce qui se passe. Quand on commence l'hypnose, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est différent que quelqu'un qui ferait une thérapie ou un coaching où est-ce que là, on parle un et l'autre. Donc, c'est plus naturel, entre guillemets. Quand tu commences l'hypnose, la personne te confie ses problématiques, ce qu'elle vit, puis toi, comme thérapeute, t'écoutes, puis tu te fais ta tête de comment tu vas travailler ça. Puis là, on arrive à l'étape d'amener la personne en état d'hypnose. Donc, c'est un peu intimidant au début, d'amener quelqu'un à fermer les yeux, à entrer dans un autre état. La personne a ses craintes ou à ses résistances ou à la peur que tu lui fasses faire la poule, comme on disait. Donc, c'est tout de désamorcer un peu ces peurs-là, ces craintes-là pour rendre ça un processus qui est agréable, relaxant. Aujourd'hui, je ne suis pas gêné de le dire, je suis dans ma tête à moi 100 fois meilleur que quand j'ai commencé. Même pour moi, c'est presque inconscient de faire de l'hypnose. Je peux être avec la personne tout en pensant, continuer à parler. Comme tous les métiers, on tombe dans des automatismes. Mais oui, on part d'intimidant à de plus en plus facile à devenir ce que j'appelle meilleur, finalement. On est un peu dans ce qu'on appelle un peu une posture, comme une identité de victime. On vit des choses. Mais sans le savoir, quand on est dans cet état-là, ça nous enlève notre pouvoir personnel. Ça nous fait vivre de la colère, de la frustration, de l'injustice, parce qu'on subit quelque chose. Mais quand on commence à réaliser qu'on peut interagir de l'intérieur, avoir un impact, on commence à gagner du pouvoir intérieur avec, on pourrait dire, notre cerveau, notre subconscient, éventuellement nos émotions, nos comportements, d'émerger d'une position d'être victime de quelque chose comme un tremplin. Le prendre comme une transformation, puis l'amener même à un niveau peut-être qui ne se serait jamais rendu. Les yeux fermés maintenant, je vais te demander de laisser l'imaginaire faire. Imagine maintenant que les mains, c'est comme deux aimants. Voilà, imagine. PNL, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si on regarde les 3 mots, programmation, ça le dit un peu, comment on peut programmer notre cerveau. Neuro, donc au niveau des neurones, au niveau du cerveau. Linguistique, le langage, la langue. Donc, c'est des méthodes qui ont été découvertes pour, on pourrait dire, des outils pour s'aider soi-même à refaire une programmation, on pourrait dire, de notre neurologie. Notre cerveau, on a des chemins neurologiques. Tout ce qu'on fait à répétition crée un chemin dans notre cerveau. Donc, on pourrait dire qu'on a comme un paquet de sentiers de chemins dans le cerveau. Et les chemins qui sont les plus rapides et efficaces, c'est ceux qu'on emploie le plus souvent. Comme un sentier dans le bois. Si je passe 500 fois dans un sentier, il va être tapé, ouvert jusqu'à devenir un chemin. Ça laisse ça. Dans un moment, je vais reculer les éléments. Tu vas juste sentir le corps suivre les éléments. Tu peux laisser faire, je te tiens d'eux. Aucun. Laisse aller. Ça. Complètement aimanté. Voilà. Excellent. Dans la PNL, c'est qu'on réalise que les mots qu'on utilise sont importants. Comme là, tu m'as posé une question, je te réponds. Mais j'ai pas le temps de penser à tous les mots que je te dis. Ça sort, on pourrait dire, inconsciemment, naturellement. Mais les mots, le langage, on appelle ça la structure de l'inconscient. Derrière ça, tu vas découvrir un peu mes croyances, mon identité, qu'est-ce que je vis d'une certaine façon. Donc, quand on travaille en hypnose avec quelqu'un puis on écoute le langage, on peut décoder beaucoup de choses. La personne va te le dire sans s'en rendre compte où est-ce qu'elle est bloquée, à travers des mots, des barrages, des résistances, des émotions, des comportements qui lui servent. Donc, la programmation neurolinguistique a aidé à, moi, je trouve, à être très efficace dans ce chemin-là. Si tu es en présence de quelqu'un qui est bon dans n'importe quoi, un sport, un communicateur, un thérapeute, ça devient intégré, comme je disais tout à l'heure, en fait. Ça devient un peu inconscient. Comme un bon joueur de hockey, si je demande pourquoi tu es bon, ça va être dur d'expliquer, à part dire j'ai du talent ou j'ai de la pratique. Mais il y a un paquet de choses derrière ça. La personne, qu'est-ce qu'elle se dit intérieurement? Comment elle se parle? Ça, pour moi, c'est la forme la plus puissante d'hypnose parce que c'est derrière nos fils critiques. On se parle à nous-mêmes et on se croit et on alimente des choses intérieurement. Donc, si je prends quelqu'un qui est bon en sport ou quelqu'un qui est bon dans un domaine, il y a une façon de se parler par rapport à ça, de l'intégrer, soit de le tasser, soit de s'enfoncer dedans, ou soit de rebondir. C'est pas juste question de talent. Le talent aide, bien sûr, mais c'est talent, travail et modus operantus interne. Et ils ont découvert en interviewant les 3-4 plus grands thérapeutes aux États-Unis dans le temps,
Ces gens-là avaient des résultats incroyables que personne ne comprenait. Pourquoi eux prennent 4 séances et eux, 20 séances, ils n'arrivent pas au même résultat? Et là, ils ont compris qu'il y avait un pattern, une séquence d'opérations. Et là, de un à l'autre, et là, ils ont modélisé ce qu'on appelle des compétences. Et après ça, ils les ont enseignées à d'autres. Donc, c'est un peu ça, la PNL. J'essaie de faire ça quand même rapidement. Mais c'est une modélisation de compétences. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de la personne, comment elle se parle, les mots qu'elle utilise, les croyances qu'elle a, les émotions que ça enclenche. Tout ça, un peu, est rattaché, ficelé avec notre subconscient, bien sûr. Quand tu reçois quelqu'un, tu peux te dire « Ah, mon Dieu, lui, ça marchera pas » ou tu sais. Bien sûr, il y a des gens chez qui l'hypnose fonctionne plus rapidement et efficacement. Mais en ce qui me concerne, et c'est peut-être juste ma croyance à moi, l'hypnose fonctionne avec tout le monde. Parce que c'est un état naturel du cerveau. C'est pas comme si je crée quelque chose chez toi. Je t'aide à accéder à quelque chose que ton cerveau connaît très bien. En fait, là, on jase, on va dire. On est dans les états du cerveau qu'on appelle bêta, en réalité. Dès que tu te couches le soir et que tu fermes les yeux, tranquillement, ton cerveau, il commence à changer ses fréquences. Il va aller en alpha, puis en theta, puis en delta, puis le sommeil, etc. Toutes ces fréquences-là sont des fréquences de détente, méditation, hypnose profonde, sommeil. Tous les soirs de ta vie, tu t'es couché, tu as traversé les fréquences d'hypnose. Tous les matins de ta vie, tu t'es éveillé, tu as traversé les fréquences d'hypnose. La science a montré, en branchant des gens sur un électroencéphalogramme, que quand ils se réveillent le matin, tu sais, tu as déjà le feeling de te lever et de te dire « Ah, je suis pas tellement réveillé » ou « Je n'ai pas pris mon petit café encore » ou « Je suis un peu gommé » ou on a l'impression d'être pas complètement là. Mais ce que la science a montré, c'est que les 5 premières minutes, ton cerveau est encore en train de shifter, de changer les fréquences. Donc, tu es encore en état alpha. Donc, c'est un cadeau extraordinaire. Les 5 premières minutes, ton cerveau est dans un état d'hypnose légère à moyenne. Et si tu veux, tu peux travailler avec. Donc, juste t'asseoir sur ton lit et commencer, les 5 premières minutes, à visualiser ta journée, la voir de la meilleure façon possible, visualiser tes objectifs à long terme. Donc, tu es en train de te faire une auto-hypnose, mais sans travail de préparation. On va parler entre 20 et 30 % de la population qu'on peut amener en état d'hypnose instantanément. Mais l'autre 70 % est réceptif aussi. Il est juste, ça prend plus de temps. D'où une thérapie en hypnose, on s'assoit toutes les deux, c'est pas une course qu'on fait. C'est vraiment, on travaille tranquillement, j'apprends à te connaître, tes défis, tes croyances, puis je m'organise pour te faire vivre une expérience. En ce qui me concerne, tout le monde est réceptif à l'hypnose, tout le monde a un cerveau, tout le monde va dans ces fréquences-là, donc pourquoi pas l'utiliser? Laissez cet amour revenir de ces personnes-là vers toi, comme si tu le respirais. Plus tu le respirais le sang, plus les doigts et les mains deviennent complètement collés, soudés, fusionnés, forgés dans un seul. La grande différence avec v'là 20 ans aujourd'hui, c'est que les études scientifiques sont là. Le domaine médical ouvre les portes. Donc, j'ai travaillé même sur un programme, moi, qui était au niveau médical, avec l'hypnose, avec une équipe, l'école où j'enseignais avant. Donc, oui, ça me fait penser, d'ailleurs, c'est que sur ce chemin-là d'hypnose, l'enseignement, j'enseigne depuis 7-8 ans. Là, j'ai pris une petite pause, mais je vais poursuivre parce que, pour moi, c'est m'amener à l'autre niveau. Quand on enseigne, tu es obligé de te mettre dans une position de comprendre des choses que tu fais sans savoir pourquoi ils fonctionnent. Parce que là, tu as 20 élèves en avant puis ils te demandent la question « Mais pourquoi tu fais ça? » Et là, soudainement, tu t'es jamais posé la question. Donc, ça t'amène littéralement au prochain niveau quand tu enseignes. Donc, c'est quelque chose que j'adore faire. Être, finalement, l'image de la structure de... Donc, je dirais que tout on pourrait dire, mon background, ce que j'ai appris, mes études, ma façon de voir, maintenant, m'aide à aller beaucoup plus loin avec l'hypnose. Parce que je continue d'apprendre des nouvelles méthodes, puis qui utilisent ça dans différents angles, que je travaille beaucoup plus maintenant. Ma pratique a beaucoup changé dans les 7-8 dernières années, où je passais d'une pratique plutôt passive à beaucoup plus active, où je travaille avec le corps de la personne, les bras, les poings, les mouvements du corps, où l'inconscient va enclencher le corps. Bref, c'est incroyable. Ça me passionne encore autant, puis j'espère en apprendre toujours.